une baisse de la filtration glomérulaire. Donc, elle peut être aiguë, elle peut être chronique. Donc, elle s'exprime biologiquement par une augmentation de la créatinine et de l'urée. Donc, elle est réversible partiellement ou complètement si c'est une insuffisance rénale aiguë et irréversible si c'est une insuffisance rénale chronique terminale. Donc, il faut savoir que la diurèse peut être conservée ou pas, et seul le taux de créatinine et d'urée est utilisable pendant l'urgence. On n'utilise pas les formules de DFG, de calcul de DFG, de débit de filtration glomérulaire. Donc, devant une perturbation de la fonction rénale, il faut chercher un risque vital immédiat. Donc, c'est des signes de gravité clinico-biologique. Leur présence impose une prise en charge immédiate, au départ médicale, ensuite éventuellement des séances d'hémodialyse. Donc, devant une perturbation de la fonction rénale, on passe à l'interrogatoire où on va chercher l'âge du patient pour définir le profil du patient, donc les antécédents. Est-ce que c'est un patient connu comme insuffisance rénale chronique ou pas? Est-ce qu'il est cardiopathe ou pas? Est-ce qu'il a une hépatopathie? Est-ce qu'il a pris des traitements néphrotoxiques, des produits de contraste iodé avec un scanner? Et s'il y a un terrain génétique chez le patient. Cliniquement, c'est l'état général qui va nous intéresser, l'état de conscience, l'état hémodynamique, l'état d'hydratation. Est-ce que le patient est déshydraté ou pas? Est-ce qu'il est en inflation? Est-ce qu'il y a un globe vésical? Et on ausculte le patient à la recherche de crépitants rentrant dans le cadre d'un OAP et éventuellement un ECG si une hypercalémie est suspectée. Donc on va lancer un bilan biologique de base, donc une glycémie, une fonction rénale, un ionogramme, une formule, un labstix. Et si on suspecte une chronicité, donc on va demander une calcémie, une phosphorémie, si c'est disponible dans le cadre de l'urgence. Et on fait une échographie abdominopelvienne pour voir les reins, est-ce qu'il y a une dilatation ou est-ce qu'il y a des signes de chronicité. Donc la conduite à tenir dans tous les cas, il faut adapter les apports hydrosodés à la diurèse. On prend en charge immédiatement l'hypercalémie médicalement, donc on prend en charge une éventuelle hypertension artérielle et on va arrêter ou éviter donc tout traitement néphrotoxique. Et il faut adapter la posologie de tous les traitements à la sévérité de la perturbation de la fonction rénale. Donc, les urgences d'hémodialyse, on a une urgence clinique qui est l'OAP, réfractaire au traitement médical. Toutes les autres sont biologiques. Donc, on a l'hyperkaliémie qui est réfractaire au traitement médical. On a l'hyperazotémie avec une urée supérieure à 2,5 g. On a l'acidose sévère avec un pH inférieur à 7,1. Donc, on commence par l'œdème aigu du poumon, néphrogénique, donc où le cœur ne présente aucune anomalie, c'est un OAP de surcharge. Donc, on va commencer par les diurétiques, le furosemide, idéalement par voie injectable. Si on n'observe pas d'amélioration, s'il n'y a pas de diurèse en conséquence, donc là, on va passer à l'hémodialyse. Pour les hyperkaliémies, c'est les urgences qui peuvent entraîner le décès des patients le plus rapidement dans les urgences d'hémodialyse. Donc, elles menacent le pronostic vital. Il faut d'abord s'assurer que l'hyperkaliémie est vraie, qu'il n'y ait pas de fausse hypercalémie. Il faut c'est-à-dire voir les conditions de prélèvement. Est-ce qu'ils ont été effectués sans garrot? Et la centrifugation, est-ce qu'elle a été faite rapidement? Donc, à l'ECG, on aura des ondes T pointues et symétriques, après une disparition de l'onde P, et ensuite un élargissement des QRS. S'il n'y a pas de traitement, donc on va passer à la tachycardie ventriculaire, puis la fibrillation qui va précéder le décès. On a des signes neurologiques, donc la paresthésie des extrémités et de la région péribuccale. Donc pour le traitement des hypercalémies médicales, donc on va arrêter les médicaments hypercalémiants, donc les diurétiques épargneurs de potassium, les IEC, les ARA2, mettre du calcium comme cardioprotecteur, donc une ampoule, on y va, donc en 2 à 3 minutes. On va commencer à éliminer la surcharge potassique, donc par du furosémide dans un premier temps s'il y a une petite surcharge, le caoxalate que le patient va prendre par voie orale. Ensuite, le traitement médical le plus efficace, c'est l'insuline glucosée. Donc, on va mettre 10 à 12 unités internationales d'insuline ordinaire dans du sérum à 10% glucosé. On peut proposer une alcalinisation plasmatique, donc s'il y a une acidose associée qui va permettre de faire pénétrer le potassium en intracellulaire. Et il faut éviter de mettre le calcium avec le bicarbonate. Ça va précipiter et donner du bicarbonate de calcium. Si toutes ces mesures sont inefficaces et on n'observe pas d'amélioration de la calémie, une baisse de la calémie, on va passer à l'hémodialyse. Donc l'acidose. Pour l'acidose, on va tenter donc une alcalinisation par voie veineuse.
Si ça ne fonctionne pas, si on voit que le pH n'augmente pas, on va passer là aussi à l'hémodialyse. Donc l'hémodialyse, qu'est-ce que c'est? Donc pour faire une séance d'hémodialyse, il nous faut une station d'eau qui va transformer l'eau de ville en eau pure, donc qui va entrer en contact avec le sang du patient. Il nous faut un générateur d'hémodialyse, une circulation extracorporelle et un rein artificiel, là où se font les échanges. Donc, il nous faut un apport vasculaire qui est le cathéter d'hémodialyse pour les patients qui ne sont pas chroniques, et ça peut être une fistule artério-veineuse pour les terminaux, les hémodialysés. Donc, le cathéter d'hémodialyse se pose soit en jugulaire, soit en fémoral. On évite la voie sous-clavière. Donc, on aura ensuite le mécanisme de dialyse. Donc, on a le sang et le liquide de dialyse sont séparés par une membrane semi-perméable et qui circulent dans des sens différents pour que le gradient de concentration soit toujours maximal. Donc, on aura deux mécanismes. On a l'osmose, donc le passage des molécules du milieu le plus concentré vers le moins concentré, et on a l'ultrafiltration qui va permettre une soustraction de liquide qu'on peut programmer. Donc là, on voit le schéma. Donc on a le sang qui est à l'intérieur des tubules. Ensuite, on aura une membrane semi-perméable et le liquide de dialyse qui va entrer en contact. Et on aura une sortie d'eau, de potassium, d'urée et une entrée de bicarbonate. Pour les premières séances, il faut qu'elles soient courtes et il ne faut pas baisser le taux d'urée trop rapidement. On peut avoir un œdème cérébral, donc des séances courtes avec un débit sanguin pas très élevé, et il faut éviter de diminuer le poids du patient de plus de 5%, sauf les OAP. Donc on éparénise le circuit, donc avec de l'héparine sodique dans le cadre de l'urgence en général, sauf contre-indication, syndrome hémorragique ou périopératoire. Pour les contre-indications de l'hémodialyse, le plus important, c'est les troubles hémodynamiques, surtout les coronaropathies en crise. Donc, on va éviter de les brancher pour éviter que le décès survienne. L'instabilité hémodynamique et les troubles psychiatriques ou cognitifs sévères qui risquent d'arracher un cathéter ou arracher les fistulines, donc qui mettraient en danger le patient. Pour l'évolution, en cas d'insuffisance rénale aiguë, donc il faut toujours garder un contact avec les néphrologues parce qu'une insuffisance rénale aiguë, surtout qui a nécessité de la dialyse, est un facteur d'insuffisance rénale chronique au long cours. Et je vous remercie.